Dans cette séquence, on va voir le théorème de Kelvin-Stokes. Ce théorème stipule que le champ de vecteurs le long d'un contour fermé est égal au rotationnel de ce champ à travers la surface qui s'appuie sur ce contour. Sa formule relie un intégral linéaire à un intégral surfacique de ce champ à travers le rotationnel. En d'autres termes, cette formule veut dire que la somme des rotations des champs élémentaires vectoriels à l'intérieur d'une surface correspond à la rotation de ce champ vectoriel le long du bord de cette surface. Cela est en quelque sorte clair que la rotation du champ vectoriel à l'intérieur de la surface s'annule en sommation des vecteurs et seule la rotation du champ vectoriel le long du bord qui reste. D'autres raisonnements intuitifs stipulent que la sommation des rotations du champ à l'intérieur de la surface s'additionne pour donner une résultante de ce champ même qui circule au bord de la surface. Et pour que cette égalité soit consistante et que le théorème soit applicable, il faut vérifier les conditions d'application et qui sont: premièrement, le contour doit être fermé. Donc, ce théorème ne s'applique pas sur des contours ouverts. Deuxièmement, la surface doit être ouverte. Et pour cela, on doit se mettre d'accord sur la définition d'une surface ouverte. Ici, on a un exemple de surface. À gauche, on a des surfaces fermées et à droite, on a des surfaces ouvertes. Donc, on ne peut pas appliquer ce théorème sur des surfaces fermées. La troisième condition, c'est que la surface doit être lisse par morceaux. Bon, le terme lisse est clair, c'est que la forme de la surface ou la pente de changement d'une surface ne doit pas présenter un changement brusque de forme, c'est-à-dire on admet que les changements progressifs comme ici, mais la suite de cette condition va étendre le domaine d'application de ce théorème, et ce, par le terme par morceau. Par exemple, ce cylindre qui est une surface ouverte, donc on peut appliquer le théorème sur les parois en admettant que les parois sont une seule surface et ensuite appliquer le théorème sur le deuxième morceau qui est la base du cylindre. Par contre, ici, on voit des changements dans cette surface que ne peut pas être divisé ou morcelé, donc on ne peut pas appliquer le théorème sur cette surface. La quatrième condition, c'est que les contours doivent être lisses par morceaux. Ici, on a un rectangle. Ces angles ne peuvent pas être acceptés puisqu'ils présentent des changements brusques, mais puisqu'on a lisse par morceau, on peut diviser ce rectangle. Cinquièmement, ou cinquième condition, c'est que les contours doivent être simples. Donc, par exemple, ils ne se croisent pas. Dans cet exemple, on remarque que le contour se croise, donc on ne peut pas appliquer le théorème sur cet exemple. Il est à noter aussi que puisqu'on a une surface ouverte, donc on peut avoir deux sens du vecteur de normale. Donc un vers le haut et un autre vers le bas, comme on peut voir sur l'exemple. Pour cela, il faut bien choisir le sens du vecteur de la normale par rapport au sens du contour choisi. Donc pour cela, on peut appliquer deux techniques ou astuces. La première, c'est de marcher sur le contour et de mettre la surface à ta gauche et votre tête vous indique le sens de la normale. La deuxième méthode, c'est d'appliquer la règle de la main droite où les quatre doigts, la fermeture des quatre doigts vous indique le sens du contour et votre pouce vous indique le sens de la normale. Ici, on va faire un exemple d'application du théorème sur un rectangle.
c'est-à-dire en deux dimensions. Et il est à noter que le champ dépend que de x et de y, c'est-à-dire EZ, elle est égale à 0. Donc, la dérivée de ce champ par rapport à la variable z est égale à 0 et la composante EZ est égale à 0. Donc, notre formule se réduit comme on voit ici. Et donc, il est à noter que le théorème de Green est un cas particulier du théorème de Kelvin-Stokes. Il est à noter aussi que la circulation du champ électrostatique est égale à 0. Donc, pour cela, le rotationnel de ce champ doit être aussi égal à 0.